Maintenant, je t'entends. Bien. Eh bien, merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette conférence, c'est la première conférence d'une série de 5 que nous avons intitulée À la découverte du corps éthérique. Et cette première conférence va avoir pour objet de décrire ce corps de lumière qui est le corps éthérique ou qui est appelé aussi corps énergétique ou corps vital. Et donc, je suis chargée là d'essayer de décrire le mieux possible ce corps de lumière qui est un réseau de vie et de conscience tissé par l'âme pour animer le corps matériel. Donc, tout d'abord, une précision importante, le corps éthérique n'est pas le seul apanage de l'être humain. L'être humain n'est pas le seul à posséder un corps éthérique. Ce corps éthérique concerne aussi la planète et le cosmos, et notre propre corps éthérique individuel est inclus dans le corps éthérique planétaire. Mais toutefois, nous allons nous limiter pour l'instant au corps éthérique, à l'étude du corps éthérique de l'être humain. Et nous allons essayer d'apporter un peu de clarté sur ce concept qui reste quand même assez mystérieux et énigmatique. Si vous avez répondu présent ce soir, c'est parce que vraisemblablement nous partageons un postulat qui est celui que l'être humain est un être spirituel, c'est-à-dire une âme ou une étincelle de vie, être spirituel qui est incarné dans un corps physique de matière dense. Et ce postulat implique des questions. Ce postulat est loin d'aller de soi et il implique des questions, c'est-à-dire comment est-ce que des énergies aussi subtiles que celles comment est-ce que des énergies aussi subtiles que celles de l'étincelle de vie ou celles de l'âme peuvent-elles se manifester jusque dans le corps dense? Quels processus peuvent-elles animer ce corps matériel et y être ressentis? Ça ne peut, il doit exister un processus très très rigoureux pour permettre cela. Autre question, comment se fait l'articulation entre ces niveaux extrêmement subtils qui nous animent et la matière dense qui constitue notre corps physique? D'une façon générale, comment se fait l'articulation entre notre part esprit et notre part matière? C'est là une question bien vaste et la compréhension, un tout début de compréhension de ce qu'est le corps éthérique va peut-être nous permettre de répondre à certaines de ces questions. Pardon. Pour comprendre l'organisation et le rôle du corps éthérique, il nous faut d'abord revenir sur l'ensemble de la structure énergétique de l'être humain. Dans cette diapo, nous avons là, côte à côte, deux façons de représenter la structure énergétique de l'être humain. D'une part, avec des orbes successives autour du corps dense. Là, nous avons le corps dense en noir. Et puis, nous avons immédiatement autour de ce corps dense, nous avons le corps éthérique. Et nous voyons que ce corps éthérique est l'interface entre le corps dense et les niveaux plus subtils encore, que sont nos niveaux psychiques et spirituels, que sont le corps émotionnel, le corps mental, l'âme et encore bien au-delà, l'étincelle de vie. Sur le schéma 2, qui représente autrement le corps éthérique, nous voyons que ce corps vital ou éthérique, qui est immatériel et invisible, s'il était matériel et visible, nous poserions moins de questions. Ce corps est étroitement intriqué au physique dense, dont il est en fait partie intégrante. Il est même d'ailleurs notre véritable forme. Voilà, ici, cette autre diapositive nous fait faire un focus sur le corps physique et nous voyons que ce corps physique se décompose donc en 7 sous-plans.
Eh bien, nous avons les 3 sous-plans denses, notre corps dense, et nous avons les 4 sous-plans éthériques qui s'appellent éther de couleur, éther de son, éther de lumière ou éther de feu, ces mots ne sont pas seulement symboliques, très certainement, mais pour l'instant, la science n'est pas en mesure de dire ce qui est exactement contenu dans ces différents éthers. Mais ce qui est important là, c'est de voir que ce corps vital et éthérique fait partie de notre corps dense. Il est en fait la véritable forme. Il est notre corps de lumière, même s'il est invisible. Pour continuer à comprendre la fonction du corps éthérique, il est important de se souvenir que notre conscience s'éveille très progressivement. Donc là, nous retrouvons la constitution énergétique de l'être humain. Et donc, il est important de se souvenir que il nous a fallu du temps et il nous faudra encore beaucoup de temps avant d'arriver à l'état d'âme, d'être spirituel âme, et encore plus d'être dans l'état d'être spirituel, étincelle de vie ou monade. Et cette évolution a commencé pour nous, pour l'humanité. euh, Nous avons commencé par être des individus primitifs, étroitement mus simplement par nos instincts, mais qui ont permis à l'humanité de subsister, pardon, hein, c'est-à-dire l'instinct resté en vie, ce qui a fait que nous pouvions nous bagarrer, l'instinct sexuel qui nous a permis de nous reproduire. Et donc, ces instincts ne sont plus des individus primitifs, mais ensuite, notre conscience émotionnelle s'est éveillée. Et avec la conscience émotionnelle, s'est éveillé aussi le désir et l'aspiration. Et donc, nos instincts ont été colorés par nos désirs, nos envies, nos plaisirs, notre attraction pour certaines choses, la répulsion pour d'autres. Et tout cela n'était pas très organisé parce que ce qui concerne les désirs, c'est que ça peut partir absolument dans tous les sens. Et ensuite, nous avons développé notre intellect. C'est là où nous en sommes pour une grande partie de notre humanité encore. Nous sommes en train de développer la partie inférieure de notre corps mental, c'est-à-dire développer notre intellect. Et à quoi sert cet intellect? Eh bien, il nous sert à orienter nos désirs, à fixer des objectifs, à organiser nos désirs et à en être un peu moins otage de nos désirs. Et encore au-delà, eh bien, nous avons intégré, nous avons unifié ce que l'on appelle notre personnalité. Nous avons unifié, pardon, hop, excusez-moi, nous avons unifié notre personnalité. Ce qui veut dire que nous avons pu commencer à fonctionner dans un seul élan entre nos objectifs, nos désirs qui pouvaient aller réaliser notre objectif et nous pouvons dorénavant aller jusqu'à la concrétisation. C'est ce qui concerne une personnalité unifiée, c'est-à-dire une personnalité qui inévitablement est personnelle et puissante, et fière d'être puissante, puisque effectivement, elle a beaucoup travaillé pour arriver à cette unité. Et encore au-delà, la personnalité, une fois unifiée, commence à devenir sensible à l'énergie de l'âme. Ce qui veut dire que là, commence à se poser des questions existentielles dans le sens de est-ce que j'ai le droit de satisfaire vraiment mes désirs personnels, d'utiliser mon pouvoir pour dominer les autres, puisque je peux le faire. Et donc, l'influence de l'âme commence à susurrer à l'œil, à l'oreille de la personnalité le fait qu'elle pourrait peut-être être un peu plus attentive au bien commun, à l'intérêt du tout. Et donc, c'est une grande étape dans l'évolution de la conscience, c'est-à-dire l'être met progressivement sa personnalité au service de son âme et ensuite encore au-delà, au service de la vie en développant sa volonté spirituelle. Donc, nous voyons là
avec tout ce long processus, nous pouvons nous dire, mais comment, puisque l'être humain passe par tout ce processus évolutif, comment notre corps dense va-t-il incarner et conscientiser ces énergies qui sont de plus en plus subtiles? La question, quel est donc le rôle du corps éthérique ou du corps vital dans tout cela? Comment est-ce que le corps éthérique va-t-il permettre au corps dense d'intégrer et de conscientiser tous ces états de conscience? Donc là, je reprends ce que nous disent les enseignements de la sagesse à ce sujet. Ils nous disent qu'il est le trait d'union entre les énergies subtiles et la matière dense. Ils nous disent aussi qu'il est l'outil de l'âme pour apporter sa conscience subtile jusque dans la matière impénétrable. Grâce à lui, nous pouvons ressentir dans nos cellules nos émotions, la clarté ou la confusion de nos pensées, la joie, la paix, la sérénité, qui sont autant de qualités de notre âme. Et surtout, de ce fait, le corps éthérique, la reconnaissance du corps éthérique nous permettrait très concrètement de vérifier que la matière est esprit à son niveau le plus bas et l'esprit est matière à son niveau le plus haut. C'est l'aphorisme énoncé par Helena Blavatsky. Autrement dit, esprit et matière sont un. Alors, comment fonctionne, enfin, pourquoi avons-nous du mal à reconnaître ce corps éthérique? Puisque nous parlons ici de ce mystérieux corps de lumière qui est le chaînon manquant. Il est le chaînon manquant entre quoi et quoi? Il est le chaînon manquant pour bien comprendre comment s'articulent justement l'esprit et la matière. Et pourtant, depuis tout temps, la sagesse antique parle de l'éther, d'où sortent les quatre éléments, eau, air et feu. Il parle de cette cinquième essence qui assure la cohésion de l'ensemble. Dans la Bible, ce corps est appelé le bol d'or. Le bol d'or, c'est-à-dire le lieu d'où la vie jaillit. C'est le saint des saints de notre être. La médecine traditionnelle chinoise et notamment l'acupuncture s'appuie sur son énergie. L'homéopathie, qui considère non pas non pas la matière, mais au contraire l'information subtile qui vise à soutenir l'énergie vitale du corps, l'homéopathie s'appuie sur l'existence de ce corps éthérique. Nombre de praticiens en thérapie corporelle ou psychocorporelle interagissent avec lui. Par exemple, pour n'en citer que quelques-unes, la sophrologie, la kinésiologie, le yoga, la réflexologie, l'hypnothérapie, la biokinergie, et l'ostéosynergétique et bien d'autres que j'oublie de citer, bien sûr. De plus, des chercheurs scientifiques non conventionnels, c'est-à-dire pas reconnus par leurs pairs de la science officielle, commencent à mettre en évidence certaines de ses propriétés. Encore plus, la physique quantique nous ouvre à un monde de non-séparativité qui immanquablement nous évoque des propriétés de ce corps éthérique dans sa grande unité. Et pourtant, la science, enfin, le commun des mortels, j'allais dire, ignore l'existence de ce corps de lumière. Et pourtant aussi, la science ne reconnaît toujours pas l'existence de ce corps. Il est bien le chaînon manquant dans les connaissances de la science conventionnelle.
Et même la science matérialiste, par exemple, va affirmer et essayer de démontrer que la conscience, la source de la conscience est uniquement dans notre cordance et par la source de notre conscience est uniquement, exclusivement dans notre cerveau. Or, démontrer l'existence du corps éthérique serait l'explication tangible du fait que la source de la conscience n'est pas dans le cerveau, mais bien au-delà, dans l'âme qui est notre véritable identité en tant qu'être spirituel. La reconnaissance de ce corps déboucherait et débouchera inévitablement sur la démonstration scientifique de l'existence de l'âme dont il est l'agent. Alors, essayons de découvrir ensemble sa fabuleuse organisation. Tout d'abord, les enseignements de la sagesse nous disent que nous sommes reliés à notre âme par un cordon de vie et de conscience qui est appelé en sanskrit le sutratma et que l'on appelle plutôt en Occident la corde d'argent. C'est le courant de vie qui va de l'étincelle de vie aux cordances en passant par l'âme. Cette corde est tirée par l'âme à partir d'elle-même, un peu comme une araignée tire son fil à partir d'elle-même. Et donc, cette corde d'argent est composée de deux fils. D'une part, nous voyons ici le fil vert. Ce fil vert que l'âme tire, ce fil vert s'appelle le fil de vie. L'âme le tire à partir de l'étincelle de vie et elle vient l'ancrer dans le cordance, elle vient l'ancrer dans notre cœur. Le deuxième fil, qui s'appelle le fil de conscience, est tiré par l'âme à partir d'elle-même. Il est issu d'elle-même, l'âme qui est conscience, et elle vient l'ancrer dans la tête au voisinage de la glande pinéale. Grâce à cette corde d'argent, nous sommes connectés à notre étincelle de vie et par elle à la vie universelle. Et grâce au fil de conscience, l'âme dirige sa forme en établissant une communication avec le cerveau et elle pousse ainsi l'être à une activité intelligente sur le plan physique. Il est important de noter que quand la corde d'argent est coupée, du point de vue de notre cordance, c'est la mort. Et d'ailleurs, il n'y a plus aucun phénomène électrique dans notre cordance. Et d'un point de vue médical, on va constater que l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme sont plats. Donc voilà un élément hyper important. Le sutratma est un élément très important de l'organisation subtile de ce corps éthérique. Un autre élément important sont les nadis. Le réseau éthérique de nadis, et ce réseau est tiré à partir de la corde d'argent. Donc à partir de la corde d'argent, le réseau éthérique se déploie en un million de fils de feu entrelacés qui s'insèrent profondément dans le corps dense et y intègrent l'énergie de vie et l'énergie de conscience. Ce réseau prend la forme du corps dense en la dépassant légèrement, ce qui fait que ceux qui peuvent voir le corps éthérique voient effectivement cette couche subtile, cette partie subtile plus ou moins lumineuse qui est qui dépasse légèrement le corps dense. Ces nadis sont comme des canaux qui transportent l'énergie de conscience dans laquelle l'individu est focalisé émotionnellement, mentalement ou spirituellement. C'est-à-dire, ces nadis sont des grands transporteurs, mais ils ne transportent pas n'importe quelle énergie, ils transportent l'énergie là où là où la conscience de l'être est focalisée. Autrement dit, si l'être a une conscience émotionnelle, ils vont transporter de la conscience émotionnelle. Si l'être a une conscience spirituelle, ils vont transporter de la conscience spirituelle. Et très important, les nadis sont en rapport dans le corps dense avec le système nerveux. On dit que le système nerveux est comme la densification des nadis.
Il est la contrepartie des nadis dans le corps dense. Autre élément très important dans l'organisation subtile de ce corps énergétique ou de ce corps éthérique, ce sont les centres qui sont appelés chakras en sanskrit. Le centre ou chakra apparaît là où beaucoup de nadis se croisent. C'est-à-dire, nous pouvons facilement visualiser donc comme un grand carrefour, comme dans un grand carrefour dans nos villes, eh bien, quand beaucoup de rues se croisent, eh bien, il y a un grand carrefour, où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de circulation, et il peut aussi y avoir beaucoup d'embouteillages et beaucoup de répartition à partir de ce grand carrefour. C'est ça la fonction du centre. Là où des nadis se croisent, se forment comme un grand entonnoir, comme un vortex qui capte l'énergie des plans subtils et va la transmettre au corps dense. Nous allons nous intéresser aux 7 grands centres qui captent et transforment l'énergie de conscience pour la transporter dans le corps dense. Puisque nous avons vu tout à l'heure que c'est les questions que nous nous posions, c'est comment cette énergie aussi subtile de l'étincelle de vie ou de l'âme peut-elle parvenir et influencer notre corps dense. Donc nous allons nous intéresser particulièrement aux 7 grands centres qui sont des centres de conscience. Et là encore, chaque centre principal, chacun de ces 7 centres principaux, est relié à une glande endocrine qui est sa correspondance dans le corps dense. Et les centres sont représentés par des lotus avec différents pétales. Et voilà une représentation d'un pétale. Alors, nous voyons au centre, en vert, le centre en vert, ce centre s'appelle le joyau dans le lotus. Il est le point de vie par lequel l'étincelle de vie s'ancre dans le corps physique. Les pétales du lotus, ici j'en ai fait 12, les pétales du lotus indiquent l'état de conscience que l'être est capable d'exprimer à un moment donné dans son évolution. Donc, il est important là de noter que les centres n'ont pas tous le même nombre de pétales. Plus les centres s'élèvent, plus ils sont subtils, plus ils sont capables de capter de l'énergie subtile, et plus le nombre de pétales augmente. Et encore autour, au-dessus, l'aura, ce que l'on appelle l'aura, c'est la sphère de radiation. Elle est le rayon d'influence émanant du centre. Et donc, cette sphère de radiation, qui est le rayon d'influence vibratoire qui émane du centre, permettra de déduire à ceux qui ont la vision éthérique si la personnalité est en train si les centres sont développés ou non, si la personnalité est en bonne vitalité ou si au contraire elle est en train de se retirer sur elle-même, ou encore même si le processus de la mort du corps physique dense est amorcé. Voici une autre représentation d'un centre qui est le centre du cœur, selon Leadbeater, qui pouvait voir le corps éthérique. Donc c'est là aussi le centre du cœur, avec et vous voyez là, ces 12 pétales. Je ne sais plus trop où j'en suis dans mon développement. Oui, ces centres s'ouvrent progressivement et on utilise un vocabulaire lié au lotus justement pour parler de l'évolution, pour parler de l'ouverture de ces centres. Pendant la période d'évolution qui consiste à intégrer les différents corps, c'est-à-dire cette période d'évolution que j'ai décrite tout à l'heure, où il s'agit de développer corps physique, corps émotionnel, intellect, les centres commencent à se développer. Ils partent du stade du bourgeon fermé à celui du lotus ouvert. Puis, au stade d'unification de la personnalité,
les pétales deviennent vibrants et vivants. Et encore plus, encore au-delà, quand l'état de conscience de l'âme est totalement établi et que la vibration de l'étincelle de vie commence à être perçue, le joyau dans le lotus, le centre devient également très vivant. Il est important de se souvenir que la sphère de radiation, l'aura, est un puissant instrument de service. En général, quand on s'intéresse au centre, on a envie de savoir si le centre est ouvert, s'il est bien ouvert, si tous les pétales sont vibrants, si le joyau dans le lotus commence à palpiter lui aussi. En réalité, le maître Étoile Cool nous dit que ce qui est le plus important, c'est que l'aura, la sphère de radiation, est un puissant instrument de service. Et en faisant cela, nous pouvons faire référence à ce qui est dit dans le Nouveau Testament, quand on dit que l'ombre de Pierre, l'ombre, c'est-à-dire l'aura de Pierre, guérissait en passant. Ce qui veut dire que, on pourrait dire aussi l'aura du Christ, hein, guérissait en passant. C'est-à-dire qu'il suffisait de s'approcher de l'aura de l'aura du Christ, de l'aura de Pierre, pour en fait être guéri, parce que cette influence, l'influence de l'aura, quand elle est complètement développée, est bien sûr un instrument de guérison et un instrument de service. Beaucoup plus modestement, à notre niveau, nous pouvons quand même affirmer qu'un être dont la vie est rayonnante et créatrice, qui utiliserait consciemment le centre du cœur ou le centre de la gorge, peut inspirer des centaines de gens. Et là, on parle d'une utilisation consciente de l'aura d'un centre, des centres qui se développent. Et le maître Étoile Cool nous dit ces choses valent la peine d'être prises au sérieux. Par contre, il nous dit que pour le moment, la couleur des centres est sans importance. Elle est sans importance alors que souvent on s'y intéresse beaucoup, mais elle est sans importance parce que en fait elle dépend beaucoup de la conscience de l'observateur, d'où des indications qui sont souvent contradictoires. Et de plus, il nous faudrait savoir différencier entre la couleur exotérique extérieure et la couleur ésotérique intérieure, ce que en fait nous ne savons pas faire. Alors, je passe là à un point très important qui est la relation entre le champ de conscience euh, et le champ de conscience, le corps vital et l'impact sur le corps dense. C'est une organisation qu'il nous faut bien comprendre pour saisir ce qui se passe ensuite au niveau des transferts d'énergie entre centres et ce qui se passe pour comprendre pourquoi notre corps physique peut aussi parfois souffrir alors que nos centres sont en train de s'ouvrir ou que des transferts d'énergie sont en cours. Donc vous avez là sur ce schéma, d'une part, dans cet ovale bleu, ce que j'ai appelé le champ de conscience, c'est-à-dire là où la conscience est focalisée à un moment donné. Et puis, nous avons là cette partie qui concerne qui est le corps vital. Donc, nous voyons le corps vital avec le centre qui est à la confluence de nadis, et puis les nadis, ces millions, ces milliers, ces millions de fils qui se croisent et qui s'entrecroisent et qui vont finalement faire un vortex, un centre, quand ils se rassemblent. Voilà. Donc, là, vous avez l'organisation du corps vital, avec le centre et puis les nadis qui affluent. Et puis, dans le corps dense, nous avons la correspondance du centre. À chaque centre correspond, dans le corps dense, une glande endocrine. À chaque centre principal correspond une glande endocrine. Donc, le centre capte l'énergie qui vient du champ de conscience,
rabaisse, transforme cette énergie. Le centre agit comme un grand transformateur, transforme cette énergie jusqu'à ce que la vibration puisse affecter la glande endocrine qui lui correspond. Que fait la glande endocrine? Elle, elle développe, elle fabrique l'hormone et cette hormone est envoyée directement dans le sang, puisque c'est la particularité de la glande endocrine de pouvoir envoyer l'hormone directement dans le sang. C'est ainsi que le système endocrinien est informé de l'état de conscience de l'individu, état de conscience qui a été capté par le centre. En même temps, les nadis reçoivent aussi cette information, puisque le centre est une confluence de nadis en fait. Donc les nadis reçoivent cette information et eux, ils vont la diffuser tout autour du centre, tout autour, dans la région tout autour du centre, ce qui veut dire dans la région du corps qui est immédiatement autour du centre. Et les nadis, eux, ont comme correspondance dans le corps dense le système nerveux. Donc, les nadis sont en rapport avec les nerfs, avec le système nerveux, par exemple, pour le centre émotionnel qui s'appelle le centre solaire, eh bien, c'est le plexus solaire, le plexus nerveux qui est informé. Hein. Et donc là, nous avons donc une double information de vie et de conscience qui est apportée jusque dans notre corps dense via le système endocrinien et via le système nerveux, et avec système endocrinien, système nerveux et système immunitaire qui s'associent et qui donc régissent, eux, le corps dense. Et donc, les énergies qui circulent sur le corps éthérique informent donc l'ensemble du corps dense, puisque les nadis et les centres sont en lien les uns avec les autres. Toutefois, en cas de perturbation, les troubles apparaissent dans la zone immédiatement autour du centre. Alors, je vais un peu répéter la même chose, mais je crois que ça vaut la peine d'être répété. Donc, pour insister sur le fait que les centres sont des grands transformateurs de vie et de la conscience jusqu'à la matière dense. C'est un mécanisme absolument merveilleux qui permet de transformer de la matière spirituelle et psychique en matière dense. Donc le centre a la fonction d'un grand transformateur. Il capte l'énergie psychique et spirituelle, il adapte la vibration pour qu'elle stimule la glande endocrine, qui produit l'hormone, qui l'envoie dans le sang et ainsi informe tout l'organisme. C'est une répétition, mais ça vaut peut-être la peine. Ensuite, l'énergie captée et traitée par le centre informe tous les nadis situés dans sa périphérie et donc tout le système nerveux situé dans sa sphère corporelle immédiate. L'énergie véhiculée par les nadis dépend du foyer de la conscience, hein, nous l'avons vu. Hein. C'est le centre capte un certain niveau de conscience et les centres sont sensibles à des énergies spécifiques. C'est-à-dire, les centres ne vont pas capter toutes les énergies. Ils sont spécialisés, ils sont sensibles à des énergies spécifiques. Et l'énergie psychique qui atteint le corps éthérique, si elle n'a pas de rapport avec eux, il demeure en repos ou non éveillé. Et au contraire, si elle est en rapport avec eux, là, le centre va vibrer, s'ouvrir, capter l'énergie et la transmettre ainsi jusque dans le corps dense. Et donc, c'est ainsi que le corps éthérique transmet les deux aspects de l'énergie que nous avons vus au démarrage, hein, et qui sont issus de la corde d'argent, c'est-à-dire la vie et la conscience. Et nous arrivons maintenant à ce schéma qui nous parle des 7 grands centres de conscience. Donc, vous voyez là la disposition des centres qui sont pour la plupart à l'arrière de la colonne vertébrale. Ils sont à l'extérieur du corps dense. Hein. Ils ne sont pas dans le centre, est à l'extérieur du corps dense, pas dans le corps dense. Hein. Et vous avez le centre coronal qui lui est au-dessus de la tête et un centre qui fait exception,
qui est situé devant, dont la source est devant, c'est-à-dire c'est le centre frontal. Par contre, tous ces centres là reçoivent leur source c'est à l'arrière du corps. Ils sont en lien avec une glande, une glande et leur champ vibratoire, hein, c'est-à-dire leur émission va être par l'avant. Ce qui veut dire aussi que quand nous ressentons, par exemple, si nous ressentons la chaleur dans notre cœur à certains moments, eh bien, c'est l'influence que nous ressentons devant dans notre corps, alors que c'est à l'arrière notre centre cardiaque qui est alimenté. Hein, c'est important. Il est important aussi de penser à nos centres à partir de l'arrière et non pas à partir de l'avant. L'arrière est la partie esprit, l'avant est la partie matière. Et donc, on nous dit que, bon, je vais plutôt parler des 7 grands centres de conscience, mais je précise quand même que, outre ces 7 centres majeurs, il y a 21 centres mineurs et 49 points focaux qui sont dispersés partout dans le corps, mais que les centres mineurs et les points focaux sont tous conditionnés par les centres principaux. Tous ces centres et ces points focaux sont en fait en connexion les uns avec les autres par des canaux plus ou moins grands qui justement se rassemblent pour faire tous les centres et tous les points focaux. Donc, je vais brièvement vous décrire chacun des centres. Très, très brièvement, nous reviendrons dessus dans les conférences suivantes. Donc, tout d'abord, le centre basal, qui s'appelle aussi le centre coccygien. Donc, il a 4 pétales. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit précisément, mais plus les centres s'élèvent et plus leur nombre de pétales augmente. Et le nombre de pétales correspond en fait à la capacité de servir. Plus il y a de pétales, et plus en fait nous avons des capacités de servir, des grandes capacités de servir. À titre d'exemple, qui n'est pas le moindre, le centre coronal, qui est le centre qui s'éveille qui s'éveille seulement au moment de notre réalisation ultime, ce centre est appelé le centre aux 1000 pétales. Par contre, lui, le centre basal ou le centre coccygien, il a 4 pétales. Et donc, il est d'abord régi par la loi d'existence. Alors, il sert d'appui dans le corps à tous les autres centres. Il est, au moment de la conception, il est le premier. Ce centre doit être éveillé pour que la conception d'un nouvel être humain, puisse se faire. Hein, puisqu'il est le centre qui permet de relier le feu de l'esprit au feu de la matière. Donc ce centre est un centre de point d'appui pour tous les centres, mais en fait, il est endormi. Il est endormi pour nous et il ne s'éveillera véritablement qu'à l'ultime moment où il pourra rejoindre le centre coronal, c'est-à-dire quand nous serons presque quasiment un être réalisé, en tout cas quand nous aurons acquis la 3e initiation et que nous serons en contact avec la volonté spirituelle. Donc, pour en revenir au centre coccygien, euh, actuellement, il incarne la volonté d'exister en incarnation. De même que nous avons vu que le principe de vie s'ancre dans le cœur, pardon, c'est le centre coccygien qui protège la volonté d'exister en incarnation. Ce qui veut dire que c'est un centre qui est très protégé et ce centre-là est en lien avec les glandes, alors qui sont situées bien plus haut, qui sont les glandes surrénales. Et donc, ces glandes
donc la glande endocrine qui leur correspond, c'est celle qui sécrète l'adrénaline. Et comme vous le savez, quand nous avons on dit parfois que nous avons une poussée d'adrénaline, ou plus exactement, nous avons une montée brusque d'adrénaline quand justement notre instinct de vie est en cause. C'est-à-dire quand nous pouvons être en danger de vie ou de mort, ou quand quelqu'un proche de nous est en danger de vie et de mort. Et à ce moment-là, la poussée d'adrénaline vient nous donner une force surhumaine pour nous permettre de rester en vie. Donc là, on voit bien la corrélation entre le centre basal, cette volonté de rester en vie, et les glandes surrénales et l'adrénaline dans le corps. Et ce centre s'éveillera, donc ce centre est en rapport avec ce que l'on appelle la montée de la montagne de la Kundalini. C'est ce qui se passera justement quand le centre rejoindra, quand l'énergie de la vie et de la matière s'uniront totalement et feront resplendir le corps. C'est ce que l'on appelle la montée de la Kundalini. Mais il est important de ne pas se focaliser sur ce centre pour essayer de provoquer indûment une montée de la Kundalini, parce que une montée prématurée pourrait provoquer la brûlure rapide de tous les tissus protecteurs de matière éthérique le long de la colonne vertébrale, hein, occasionner des troubles nerveux importants, l'inflammation des tissus, des maladies de la colonne vertébrale et jusqu'à des troubles cérébraux et jusqu'à la démence. Donc, l'éveil prématuré de ce centre, l'éveil forcé prématuré de ce centre est en réalité, comporte en réalité de grands dangers. Ce serait comme si nous voulions nous brancher prématurément directement sur la centrale électrique sans passer par les multiples transformateurs dont nous avons besoin. Le centre immédiatement au-dessus, qui a 6 pétales, c'est le centre sacré. Il est situé dans la partie inférieure de la région lombaire, là nous le voyons. Il est extrêmement puissant dans notre humanité puisqu'il contrôle la vie sexuelle. Et il est important qu'il reste puissant parce que c'est lui qui permet l'instinct de reproduction, qui nous donne l'énergie pour reproduire. Et donc, il est important que l'humanité puisse aussi vivre et continuer à créer des corps qui puissent accueillir des âmes de plus en plus avancées. Et donc, euh, c'est un corps, c'est un centre qui est étroitement relié à la matière et il a comme correspondance dans le corps dense les organes sexuels humains, féminins et masculins. Et la perturbation qui peut affecter ce centre concerne bien sûr physiquement les organes sexuels et aussi psychiquement les perversions sexuelles. Alors, ça peut peut-être vous troubler un peu que je dise que ces centres apportent aussi des désagréments dans notre corps dense et dans notre psychisme, mais c'est la réalité et c'est aussi ce que nous verrons davantage dans notre prochaine conférence. Le centre immédiatement au-dessus, c'est le centre solaire qui a lui 10 pétales. Alors c'est le centre solaire, c'est le centre du petit soleil. Pardon, j'ai appuyé indûment. Voilà, c'est le centre du petit soleil, c'est-à-dire c'est le centre qui est là quand nous nous prenons pour le centre du monde. Ce plexus solaire, il est... Ah, pardon. Il est récepteur de toutes les énergies émotionnelles et il gère l'énergie du désir. Donc, actuellement, il est hyper alimenté et justement, sa gestion est vraiment l'objectif de l'humanité actuelle. Gérer
ce centre solaire et nous le verrons transférer cette énergie dans le centre immédiatement supérieur qui est le centre cardiaque. Il nous faudra apprendre, il nous faut apprendre à transmuer notre désir en aspiration. Ce centre, l'extériorisation physique de ce centre est le pancréas. Et en cas de trouble au niveau du centre solaire, eh bien, c'est bien sûr, comme nous l'avons vu, toute la périphérie de ce centre le système nerveux est informé et c'est toute la périphérie de ce centre qui est troublée. Et donc, la perturbation du centre solaire provoque un grand nombre de maladies d'estomac, de foie, de maladies psychiques, bien sûr, et aussi des maladies de l'intestin. Bien, avec ces trois centres, nous allons passer maintenant à ce que l'on appelle les centres supérieurs, c'est-à-dire les centres qui sont au-dessus du diaphragme. Et la particularité des centres qui sont au-dessus du diaphragme, c'est que pour s'éveiller, ils vont s'éveiller avec de l'énergie mentale et plus seulement avec l'énergie du désir, comme le centre solaire, par exemple. Et donc, ces centres ne vont s'éveiller qu'à partir du moment où nous commençons à développer notre conscience mentale. Donc là, nous arrivons au centre du cœur. Donc le centre du cœur, il est situé entre les omoplates et il est extrêmement important à ce jour pour notre humanité parce qu'il doit être amené à un développement correct puisque c'est ce centre qui va nous éveiller à l'énergie spirituelle. Et donc, c'est d'où l'aphorisme comment c'est cet aphorisme tel un homme pense en son cœur, tel il est. Hein, c'est-à-dire, nous devons apprendre à penser dans notre cœur et non plus à ressentir des émotions, mais à penser dans notre cœur. Hein. Et donc, la glande endocrine qui lui correspond dans le corps dense, c'est le thymus. Donc, il est intéressant de noter que le thymus est développé chez l'enfant. Il est développé chez l'enfant et ensuite il régresse chez l'adulte. Il est même alors considéré comme un vestige. C'est-à-dire on considère actuellement comme s'il ne servait plus à rien. En réalité, là, le maître Joël-Kuhn nous dit que si le thymus devra être développé, devra retrouver son développement, mais il ne retrouvera son développement qu'à partir du moment où la conscience spirituelle sera acquise. Mais actuellement, nous connaissons plutôt l'impact psychique de cette glande du thymus quand justement il ne se rétrécit pas, c'est-à-dire quand il reste développé. Et là, la psychologie moderne, alliée à la médecine, reconnaissent que l'hyperactivité de cette glande produit des sujets qui sont irresponsables et amoureux, alors que justement le développement du centre cardiaque provoque au contraire le développement du sens de la responsabilité. Donc l'éveil du centre cardiaque se produit très rapidement à notre époque, d'où aussi les nombreuses formes de troubles cardiaques et les diverses difficultés qui sont liées à ce centre. Notamment chez les êtres qui développent beaucoup le sentiment de responsabilité, qui développent ce sentiment de responsabilité et qui ensuite réussissent plus ou moins bien, bien sûr, à le gérer. Et donc, d'où l'impact sur le thymus et aussi l'impact sur le cœur et les troubles cardiaques, hein, puisque vous vous souvenez toujours, ce sont les organes qui sont dans la périphérie du centre qui sont affectés directement quand le centre est trop embouteillé ou quand il ne réussit pas à gérer l'énergie qu'il reçoit. Nous passons maintenant au centre de la gorge. Alors, le centre, appelé ici le centre laryngé, qui est le centre de la gorge, il a 16 pétales
Il se trouve, nous le voyons, à l'arrière du cou et il descend en direction des omoplates. Et c'est un centre qui est extrêmement puissant et bien développé chez beaucoup de gens, hein. On nous dit il commence à s'éveiller à la première initiation, c'est-à-dire au moment où nous commençons à nous reconnaître non pas simplement comme un être de chair et d'os exclusivement par des désirs, mais que nous nous reconnaissons aussi comme un être spirituel, même si nous avons beaucoup de mal à le manifester dans la réalité. Donc le centre laryngé est bien éveillé. Par lui s'exprime l'aspect intelligence de l'humanité et il est spécifiquement l'organe de la parole créatrice. Il est d'ailleurs, nous verrons cela lors de de la prochaine conférence, il est dans la correspondance supérieure du centre sacré, le centre sacré qui est le centre créateur dans la matière dense, alors que le centre laryngé est le centre créateur en matière mentale et artistique. Donc, l'extériorisation dense, là aussi, du centre laryngé, sont la glande thyroïde et les parathyroïdes, euh, que l'on considère aujourd'hui comme une glande extrêmement importante pour la santé de la moyenne des hommes. Et de nouveau, là, nous rencontrons actuellement, en tant qu'humanité, de nombreuses difficultés qui sont dues à l'éveil du centre laryngé. Donc on peut dire, ces difficultés nous montrent en fait l'évolution de l'humanité, hein. C'est-à-dire, elles nous montrent que nous sommes en train d'éveiller de plus en plus notre centre laryngé, mais que pour notre cordance, cela ne va pas de soi, d'où les troubles sur la thyroïde et les parathyroïdes qui peuvent, et d'où aussi, bon voilà, si ce centre s'éveille trop, ou bien s'il est embouteillé parce que en fait l'énergie doit circuler, et si nous ne sommes pas suffisamment créateurs, eh bien l'énergie captée va provoquer un embouteillage qui va se répercuter sur notre corps dense, d'où les problèmes que nous pouvons rencontrer souvent au niveau de la thyroïde et des parathyroïdes. Et nous arrivons maintenant au seul centre dont la source est à l'avant de notre tête. Nous sommes maintenant dans les centres de la tête. C'est le centre frontal que l'on appelle aussi le centre ajna en sanskrit. Alors ce centre, on dit que ce centre, il a deux pétales et en fait il en a 96. En fait c'est un centre de synthèse puisque ce centre qui est situé là, il est situé entre les sourcils, entre les deux yeux, il est l'expression de la personnalité intégrée. Ce qui veut dire qu'il s'éveille quand tous les centres inférieurs sont capables de se coordonner et quand la personnalité devient unifiée et intégrée. Ce centre sera en total fonctionnement seulement au moment de la troisième initiation, c'est-à-dire au moment où l'être humain, euh, comment dire, la personnalité se met totalement au service de l'âme. D'ailleurs, le fait qu'il se présente comme ayant deux grands pétales synthétiques, correspond aussi aux deux lobes de la glande qui lui correspond, c'est-à-dire la glande pituitaire. Et ces deux pétales synthétiques, ou ces deux lobes de la glande pituitaire, représentent, nous dit-on, le sentier de la main droite et le sentier de la main gauche. Autrement dit, le chemin spirituel et le chemin matérialiste, parce que effectivement, c'est à ce moment-là, quand la personnalité est bien développée et intégrée, que l'être va devoir choisir, s'il utilise tout son pouvoir acquis, de son pouvoir personnel acquis, toute son influence sur les autres, euh, pour lui-même ou au bénéfice de lui-même ou des siens et pour sa propre, comment dire, pour ses propres richesses, ou bien s'il décide de consacrer tout ce qu'il a appris, de consacrer toute sa force, toute sa puissance, toutes ses capacités créatrices pour le bien du tout.
Voilà. Donc, d'où le choix entre ces deux grands pétales, euh, entre ce qu'on appelle le sentier spirituel ou le chemin matérialiste. L'éveil du centrage là encore, peut provoquer des désordres. Et donc, parmi ces désordres, on trouve des troubles oculaires sérieux, des difficultés avec les oreilles, des maux de tête, des migraines et des troubles nerveux dans diverses parties du corps. Il peut également produire de nombreuses difficultés liées au cœur, au corps pituitaire et des troubles psychologiques qui sont liés et que connaissent bien les médecins, qui sont liés à cette importante glande directrice avec des troubles psychiques caractérisés. Et nous arrivons maintenant au centre coronal, qui est situé au sommet de la tête, le centre de la couronne, qui est appelé aussi le lotus aux 1000 pétales, dont la correspondance dans le corps dense est l'épiphyse, situé à l'intérieur de la tête. Ce centre s'éveille, il est mis en activité fonctionnelle seulement après la 3e initiation, et ensuite il va continuer à se développer jusqu'à la 5e initiation. Il est mis en activité fonctionnelle quand l'être, justement, est capable, se consacre totalement sa puissance, ses capacités, son intelligence au service du bien du tout et commence à contacter la volonté spirituelle. Donc, il est l'organe distributeur de l'énergie de la volonté spirituelle ou de l'aspect volonté de la vie. Donc, là encore, sa correspondance est, comme je viens de vous le dire, à la glande épiphyse. Et cette glande, là encore, est active dans le bas âge jusqu'à ce que la volonté d'être chez l'enfant soit suffisamment manifestée. Et puis, ensuite, à nouveau, cette glande régresse et elle devient, elle aussi, un vestige. Et elle est appelée à se développer dans les stades finaux de l'évolution de l'être. Elle est appelée, nous dit-on, à redevenir active en tant qu'agent manifestant sur Terre la volonté d'être. Et donc, euh, et c'est ce qui se produira, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand la volonté d'être spirituelle eh bien, viendra se réunir avec la volonté d'exister dans le monde de la matière. Alors, l'éveil du centre de la tête peut provoquer, vous devez bien vous en douter, lui aussi va provoquer des troubles sérieux s'il est amené prématurément à s'ouvrir. Il peut conduire à la démence. Il peut conduire à l'inflammation de certaines régions du cerveau avec certaines formes de tumeurs cérébrales. Toutefois, ceci ne se produit pas si l'éveil se fait progressivement. Se produit seulement dans le cas où l'homme comment dire, l'éveil ne se fait que quand l'être est hautement développé, et en fait, cet éveil se fait naturellement au fur et à mesure de l'évolution, sans être provoqué. Donc cette description fait apparaître clairement que les centres vont s'ouvrir au fur et à mesure de l'élévation de la conscience des centres inférieurs, c'est-à-dire sous le diaphragme, aux centres supérieurs qui sont au-dessus du diaphragme jusqu'au centre de la tête. Alors, faisons un petit aparté par rapport à ces centres pour nous demander quelles sont les énergies qui circulent sur le corps éthérique. Nous venons de voir qu'à travers les nadis et à travers les centres peuvent s'écouler toutes les énergies possibles, instinctives, émotionnelles, mentales, égoïques, suivant le point d'évolution qui est atteint par l'individu. Mais cet aparté est pour vous signaler qu'un autre type d'énergie y circule également. C'est le prana, ou plus exactement, ce n'est pas le prana qui circule sur les nadis, c'est le prana même qui constitue les nadis.
Et le prana, c'est l'essence de vie planétaire et cosmique qui anime et relie toute forme dans le cosmos. C'est lui qui constitue la vitalité de nos cellules. Il est responsable de notre vitalité physique. Et donc, il était important d'en parler parce que, comment dire, notre corps éthérique est aussi véhicule également notre vitalité physique. Et jusqu'à présent, nous n'avions parlé que de la vitalité de la conscience. Et donc, ce prana est capté par des centres spécifiques qui ne font pas partie des 7 centres principaux que je viens de décrire, puisqu'ils sont des centres en lien avec la vitalité physique. Le centre principal de la vitalité physique est le centre de l'Arat, qui s'appelle aussi le centre splénique, donc il se situe dans le dos au niveau de l'Arat. Un centre également, toujours dans le dos, entre les épaules, et un autre centre au niveau du diaphragme. Le centre de la rate est développé chez tout le monde. Par contre, le centre entre les épaules et le centre au niveau du diaphragme sont en voie de développement. Et il nous est même précisé que quand ces centres seront totalement développés, en fait, nous pourrons capter directement le prana physique, planétaire et solaire, et nous pourrons nous nourrir directement de prana sans être obligés d'alimenter notre corps dense avec de la nourriture dense. Et donc, nous en arrivons à mettre en évidence la double fonction du corps éthérique, qui est à la fois une fonction verticale et une fonction horizontale. Dans la fonction verticale, c'est celle que je viens de développer longuement, c'est-à-dire celle qui émane de l'étincelle de vie et de l'âme. Donc c'est la vie intérieure émanant du soleil de l'âme et qui alimente le corps éthérique, qui impacte, alimente le corps éthérique et qui va jusque dans le corps dense, et aussi la fonction horizontale, c'est-à-dire le prana qui émane du soleil, de notre soleil, qui lui-même reçoit le prana cosmique et qui nous transmet ainsi la vitalité physique. Donc vous avez ici vitalité psychique et spirituelle et vitalité physique qui se rassemblent dans le corps éthérique et qui viennent alimenter le corps dense. Alors, dernière question, comment entretenir la vitalité physique de ce corps éthérique? Eh bien, comment alimenter justement cette vitalité physique et comment permettre que notre corps éthérique capte le prana dont nous avons besoin? Alors, bon, ce sont des éléments que vous connaissez déjà, une nourriture saine, si des aliments eux-mêmes imprégnés de prana, donc si possible, par exemple des légumes qui ont poussé au soleil. Donc on peut se dire oui, les légumes qui poussent sous serre, ils n'ont peut-être pas beaucoup de prana. Une bonne hygiène de vie et un bon rythme de vie. On nous dit beaucoup d'eau dessus et dedans, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau et aussi beaucoup d'eau dessus pour nettoyer aussi notre peau. Un sommeil régulier et récupérateur et euh, être au moins une fois de temps en temps dans une atmosphère la moins polluée possible. Je dis une fois de temps en temps parce que ce n'est pas toujours possible. Une atmosphère gorgée de prana, la forêt, la montagne, bref, les endroits auxquels la forêt, la montagne, la mer, j'ai oublié la mer. Bref, les endroits où nous cherchons à aller en général quand nous sommes en vacances. Nous le faisons instinctivement et effectivement, ce sont des moyens très sains d'entretenir notre vitalité physique. Autre question aussi, comment développer les centres éthériques? Là, nous sommes sur la vitalité psychique et spirituelle. Donc, très important, il est très dangereux de vouloir développer les centres en se concentrant sur eux ou par la méditation focalisée sur eux. Ce serait provoquer leur ouverture précipitée et donc provoquer moult dangers, moult difficultés dans notre cordance jusqu'à des difficultés très très sérieuses qui pourraient affecter notre vie même. Parce que le risque est d'attirer une énergie que notre cordance n'est pas capable de développer.
Et donc, les centres s'ouvrent naturellement, pardon, l'intérêt que notre corps n'est pas capable de développer, n'est pas capable d'assimiler, plus exactement. Et les centres s'ouvrent naturellement par une vie droite et une activité aimante, par faire attention au motif de nos actes, un motif juste, par la coopération au bien du plus grand que soi. C'est là, nous dit-on, la méthode efficace et puissante pour obtenir le développement approprié de nos centres et de notre corps éthérique. Et j'en arrive à la conclusion. En conclusion, la fabuleuse organisation du corps éthérique ouvre de grandes perspectives sur la compréhension du développement humain, sur la prévention du maladie, sur l'approche de guérison des problématiques autant physiques que psychiques. Mais puisque nous venons de voir que les centres s'ouvrent au fur et à mesure du développement de notre conscience, d'autres questions se posent inévitablement. Comment s'opère cette élévation et ces transferts d'énergie entre les centres? Que se passe-t-il par contre-coup dans notre corps dense? C'est-à-dire quand dans un transfert d'énergie, nous pouvons tout de suite penser que s'il y a transfert, ça veut dire que l'énergie d'un centre va passer d'un centre dans un autre. Donc il va y avoir dévitalisation d'un centre pour vitalisation d'un autre, avec peut-être des allers et retours entre ces centres. Donc autant d'éléments que nous allons aborder dans la prochaine conférence, et aussi est-ce que tout cela nous permet de mieux aborder et de mieux comprendre les problèmes de l'humanité? Voilà, ce sera donc l'objet de notre prochaine conférence qui aura lieu mercredi 26 mars 2025 à 20 heures comme aujourd'hui. Cette conférence s'intitulera Les transferts d'énergie. Et un petit rappel, les conférences suivantes auront lieu le 21 mai, le 24 septembre et le 26 novembre, où nous bouclerons ce cycle de 5 conférences. Voilà, donc je vous rappelle les coordonnées de l'Institut Alcor, mais que vous pouvez trouver pour trouver notre site. Je vous rappelle aussi, avant de vous donner la parole, notre proposition de formation à la fraternité des 7 rayons d'énergie. Ces 7 rayons qui constituent les 7 grands types d'êtres humains et l'objectif de cette formation est de reconnaître nos valeurs différentes, de découvrir à travers la découverte de nos rayons, de découvrir le sens de notre vie, d'apprendre à nous connaître les uns les autres. Et chaque séminaire alterne des temps d'enseignement, de méditation et d'exercices interactifs. Et donc, le début de cette formation aura lieu en octobre 2025 avec 9 séminaires, 2 qui auront lieu en présentiel, dans la région de Lyon, et tous les autres qui ont lieu le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h30 à 17h30. Tous les autres ont lieu en visioconférence. Voilà, il est grand temps que je vous donne la parole. Merci de m'avoir écouté. Donc effectivement, mon son était coupé. Donc nous sommes conscients d'être reliés à notre âme par cette corde d'argent, ces 2 fils d'or qui nous connectent à l'âme et à la vie universelle. Et nous sommes conscients d'être reliés les uns aux autres. Nous nous remercions mutuellement pour tous ces partages. Dans la lumière de notre âme. Et nous envoyons toute cette énergie de paix, de conscience, d'amour que nous avons partagée. Nous l'envoyons dans le monde, dans toutes les directions du monde.
Nous l'envoyons sur le corps éthérique planétaire, qu'elle se diffuse. Et nous énonçons ensemble l'invocation de paix. Que les forces de lumière apportent l'illumination à l'humanité. Que l'esprit de paix se répande de tous côtés. Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de coopération. Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note clé de notre époque. Que la puissance soutienne les efforts des grands êtres. C'est magnifique. C'est vrai que les grands êtres, faut qu'on pense à eux. Ils en ont bien besoin en ce moment. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite de tout